Voilà, alors on va commencer et donc comme, vous le voyez, cette conférence en fait on l'a intitulée, «Parler avec un masque». Comment au début on avait écrit, «Retrouver de l'efficacité vocale» et puis on s'est rendu compte que, finalement cette crise sanitaire avec ses adaptations, notamment ces gestes barrières, heu, ont, donc obligé un certain nombre de professionnels de parler notamment avec un masque et on s'est rendu compte que le fait de porter un masque, ça révélait des difficultés vocales, plus finalement que ça ne les créait et c'est pour ça qu'on a, finalement mis entre parenthèses le «re» de «retrouver» parce qu'on s'est dit que finalement, à toute chose, à tout malheur peut-être des choses positives peuvent en sortir. C'est comment profiter de cette difficulté, ponctuelle, je l'espère, pour réfléchir, sur l'efficacité vocale et à quoi elle tient. Alors, bien entendu, le masque, c'est l'objet de notre conférence aujourd'hui, mais on ne discutera pas ici de l'intérêt ou du désintérêt, du masque sur le plan sanitaire. C'est-à-dire que nous, on a pris le parti avec Isabelle, de le postulat de base, c'est: «Nous devons parler avec un masque». Et nous allons réfléchir comment nous pouvons faire pour produire notre voix dans les meilleures conditions possibles, avec le moins de fatigue, avec le plus d'efficacité possible, avec ce masque. Alors, juste pour introduire un petit peu et parce que j'ai trouvé une vidéo sur internet qui je trouvais très intéressante, il faut savoir que l'intérêt du masque, c'est de stopper les gouttelettes qu'on émet dès que l'on a un acte de phonation. Donc, quand je parle, là, j'émets des gouttelettes qui vont être d'autant plus importantes et d'autant plus volumineuses que j'utilise une voix forte. Ces gouttelettes, eh bien, c'est à l'intérieur de ces gouttelettes que se met le virus. Et donc, par le biais des gouttelettes, on peut, si on est contaminé, contaminer quelqu'un d'autre en lui projetant sur lui des gouttelettes contaminées que lui-même ensuite va inhaler. Et c'est comme ça que le virus, enfin c'est une des façons que le virus a de passer d'une personne à une autre. Donc le masque, il a pour but d'éviter de projeter les gouttelettes hors de notre corps. Et donc voici cette vidéo que j'ai trouvée sur internet qui montre bien l'efficacité du masque concernant les gouttelettes. Donc c'est une vidéo où l'on demande à quelqu'un de parler à différentes intensités et on va éclairer, la pièce, donc qui est mise dans le noir, avec un faisceau laser, ce qui va faire, matérialiser, visualiser les gouttelettes émises lors de la phonation. Stay healthy. Great. Stay healthy. Now I'm recording. Stay healthy. Great. Stay healthy. Great. Less loud. Stay healthy. Yeah. Stay healthy. Louder. Stay healthy. Louder. Stay healthy. Stay. Donc vous voyez, hein, l'intérêt du masque, il est évident, c'est celui de retenir, les gouttelettes, dans notre environnement et de ne pas les projeter, sur les autres, notamment. Donc voilà, on ferme ici l'éventuelle discussion sur l'intérêt ou pas de porter le masque sur le plan sanitaire et on va revenir sur les effets du masque et notamment les effets négatifs du masque sur la communication. Finalement, parler avec un masque, ça va générer des difficultés que l'on peut classer en 4 domaines. Ça va gêner la communication, ça va créer un effort respiratoire supplémentaire, ça va créer une sécheresse buccale et ça va créer du stress. Et tous ces éléments vont potentiellement retentir sur la production vocale. Alors, en ce qui concerne les effets du masque sur la communication, eh bien, ils apparaissent pour certains évidents. Pour d'autres, peut-être un petit peu moins logique. C'est-à-dire que le premier effet négatif du masque sur la communication, c'est que le fait de porter un masque baisse l'intensité de notre voix. C'est-à-dire que lorsque l'on met un masque sur notre visage, quel que soit le masque, hein, à partir du moment où il y a un masque, on a une amputation de l'énergie de notre voix.
Et donc, pour obtenir le même résultat vocal, il va falloir mettre en œuvre un geste vocal qui produise une intensité plus élevée. Donc ça, c'est déjà un premier effort que notre appareil phonatoire doit faire. Or, il faut savoir, quand on est enseignant, pour que notre voix soit, d'une part, audible, bien entendu, mais surtout intelligible, c'est-à-dire que les personnes qui nous écoutent, et notamment les enfants dans votre cas, puissent comprendre tous les éléments phonétiques de votre production phonatoire, il faut que votre voix soit en permanence à 15 décibels au-dessus du bruit ambiant. Donc, dans votre situation d'enseignement, vous devez non seulement augmenter votre voix par rapport à une voix conversationnelle, par rapport à la voix que j'utilise par exemple actuellement, parce que vous devez produire votre voix au-dessus du bruit de fond que font les enfants, notamment dans la classe, mais vous devez la produire encore plus fort parce que vous avez un masque qui va amputer une certaine quantité d'énergie. D'autre part, on s'est rendu compte que cette baisse d'énergie provoquée par le masque, elle n'est pas homogène sur toutes les fréquences. C'est-à-dire que cette baisse d'énergie, elle va surtout toucher les hautes fréquences, c'est-à-dire les fréquences aiguës. Or, les fréquences aiguës, ce sont les fréquences qui composent les consonnes de notre production phonatoire. Et les consonnes, ce sont les éléments qui permettent l'intelligibilité de notre parole. C'est-à-dire que lorsque l'on a moins de consonnes ou quand on n'a plus de consonnes, eh bien, on continue d'entendre, mais on ne comprend plus rien. Et finalement, le fait de porter un masque, c'est comme si on mettait nos interlocuteurs dans une position de presbyacousique. La presbyacousie, c'est le vieillissement naturel de l'oreille qui se fait par la perte des hautes fréquences. Et c'est ce qui fait que les personnes âgées ont toujours tendance à dire « moi j'entends bien », mais ce sont les autres qui n'articulent pas. Pourquoi? Parce que, en fait, ils perçoivent moins bien les aigus, donc ils discriminent beaucoup moins bien les consonnes, et donc ils perdent de la capacité à la compréhension de la parole. Eh bien, quand on porte un masque, c'est surtout les hautes fréquences qui vont être amputées, ce qui va mettre notre interlocuteur dans une situation difficile pour la compréhension de notre message. D'autre part, normalement, lorsqu'on est en situation de communication, nous n'avons pas que les indices acoustiques pour comprendre la parole de l'autre. Nous avons aussi des indices sur le visage et notamment le mouvement des lèvres qui nous aident tous à décoder certains éléments phonétiques. Nous faisons tous de la lecture labiale. Et notamment, nous allons faire plus de lecture labiale lorsque nous sommes en situation de communication difficile. Par exemple, en communication bruyante ou en groupe, nous allons chercher des indices sur les lèvres de la personne qui parle pour nous aider à reconstituer son message. Euh, Par ailleurs, une étude récente a montré que lorsque l'on regarde le visage de quelqu'un qui parle, eh bien, au niveau cérébral, dans notre cortex temporal, là où se situe l'ensemble des neurones qui nous aident à interpréter les messages acoustiques, eh bien, lorsque l'on regarde le visage de quelqu'un, et notamment les lèvres, eh bien, cette zone est activée. C'est-à-dire qu'on entend mieux quand on regarde la personne qui parle. Et ça, je pense que vous avez tous fait cette expérience. Le fait de porter un masque va nous faire perdre ce support de la lecture labiale. Alors, il nous reste bien entendu d'autres éléments du visage, les yeux, les sourcils, et puis il nous reste aussi tout ce qu'on appelle la communication non verbale, c'est-à-dire les mouvements du corps, le mouvement de la tête. Quand je fais ça, évidemment, vous n'allez pas penser que je suis en train d'acquiescer ce que vous êtes en train de dire. Donc, pour améliorer la communication, nous voyons qu'il y a déjà des pistes, simplement en comprenant comment le masque va amputer une partie des indices de la communication. Et puis enfin, dernier point, le fait de porter un masque va faire que notre voix, quand nous la projetons dans l'environnement, elle est modifiée par le masque, puisqu'elle baisse en intensité, elle est amputée des hautes fréquences, et ce qui fait que lorsque notre voix émise dans l'environnement revient à notre oreille, ce qu'on appelle notre boucle audio-phonatoire, eh bien nous n'allons pas percevoir notre voix d'une façon habituelle. Et chez certaines personnes, ça va provoquer une réaction d'adaptation. C'est-à-dire qu'en permanence, quand je parle,
je contrôle la production de ma voix pour faire en sorte que ma voix corresponde toujours à cette image acoustique que j'ai enregistrée depuis de nombreuses années dans mon cerveau et qui correspond à ma cible acoustique vocale. Et dès que ma production diffère de manière importante de ma cible, je vais mettre en œuvre des processus de compensation. Et chez certains d'entre nous, le fait de porter un masque va complètement déstabiliser la boucle audiophonatoire, c'est-à-dire que la voix est perçue différemment et on va euh, mettre en place des procédés de compensation qui peuvent parfois amener à la déstabilisation de la voix et à la difficulté vocale. Donc, il est très important de connaître les effets du masque sur la communication parce que je pense que déjà, vous imaginez quelques solutions pour contrer ces effets du masque. Et puis, on les verra par la suite ensemble. Alors, autre élément, porter un masque, ça génère un effort respiratoire supplémentaire. Pourquoi? Parce que le masque est un obstacle à franchir. Il est positionné sur les deux orifices qui nous servent à respirer, les lèvres, la bouche, l'ouverture de la bouche, et les fosses nasales. Et cet obstacle mis sur nos orifices respiratoires génère un effort respiratoire plus important parce que l'air qui traverse cet obstacle ne peut traverser que si nous poussons plus fort l'air dans la voie expiratoire et si nous aspirons plus fort l'air dans le travail inspiratoire. Donc, à l'évidence, parler avec un masque, respirer avec un masque, demande un travail musculaire plus important. Alors, ce travail musculaire plus important, il est cependant tout à fait possible à compenser dans de bonnes conditions. Simplement, il nécessite une adaptation. Par exemple, quand on est médecin, quand on est chirurgien, quand on est soignant, qu'on travaille dans des services de réanimation, par exemple, ou avec des patients qui sont, pour d'autres raisons, potentiellement contaminants, on a l'habitude de travailler avec un masque. Et les personnes ne se plaignent pas parce que ça fait très longtemps qu'elles travaillent avec un masque et qu'elles ont trouvé une adaptation respiratoire. Mais là, c'est arrivé brutalement chez des personnes qui n'avaient pas l'habitude de porter un masque. D'autre part, chez des personnes qui utilisent leur voix sur le plan professionnel et qui ont déjà un effort respiratoire lié à l'utilisation de leur voix. Et donc, l'arrivée de cet obstacle sur la face va générer, au moins temporairement, un travail musculaire inspiratoire et expiratoire plus important et une adaptation de la respiration aux besoins phonatoires. D'autre part, autre problème, c'est que lorsque vous voulez faire rentrer de l'air dans votre corps, lors d'une inspiration, en fait, pour prélever cet air qui se trouve dans notre environnement, nous sommes obligés de l'aspirer. Et cette aspiration, en fait, elle est créée par une dépression que l'on crée au niveau de nos poumons. C'est-à-dire en élargissant nos poumons, nous baissons la pression à l'intérieur de nos poumons. Et cette différence de pression entre les poumons et le reste de notre environnement va créer un déplacement des masses d'air. C'est comme la météo, en fait, hein, l'air se déplace toujours des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Eh bien, cette aspiration, donc, déplace de l'air à l'intérieur de notre corps, mais malheureusement, ça déplace aussi le masque. Et je vais vous montrer. Hein. Donc là, je vais mettre un masque chirurgical sur mon visage. Voilà. Et donc, lorsque j'aspire, vous voyez peut-être mieux de profil. Donc, le masque, lui, eh bien, il subit l'aspiration de l'air et il vient se plaquer sur les lèvres. Et alors, certes, ça ne génère pas d'asphyxie, bien entendu, mais par contre, lorsqu'on est en train de parler, c'est très gênant parce qu'au moment de la reprise inspiratoire entre deux phrases, par exemple, vous allez avoir le masque qui se colle sur les lèvres, ce qui peut potentiellement gêner la phonation et entraîner à nouveau des adaptations. Mais donc, je le répète, hein, le port du masque génère un effort supplémentaire sur le plan respiratoire. Je dirais qu'il génère plutôt une adaptation de l'effort respiratoire, mais en tout cas, il ne crée aucune pathologie. Il n'y a aucun risque respiratoire, pulmonaire à porter un masque. Bien entendu, lorsqu'on n'a pas de difficulté respiratoire pathologique de base.
Hein, je ne parle pas des gens qui ont une pathologie respiratoire chronique, qui sont déjà dans un travail musculaire très important sur le plan respiratoire et pour lesquels, effectivement, rajouter un masque peut déstabiliser leur fonction respiratoire. Donc, quand on n'a pas de pathologie respiratoire, eh bien, le masque nécessite une adaptation de la respiration, mais ne crée pas de pathologie respiratoire. Alors, parler avec un masque, ça génère aussi de la sécheresse buccale. Alors, pourquoi? Eh bien, pour la même raison que l'on vient d'expliquer. Donc, le masque constitue un obstacle à franchir. Ça nécessite un travail musculaire respiratoire important. Et cet obstacle, plus ce travail musculaire plus important, va créer au niveau de notre cerveau une impression de difficulté. Et à chaque fois qu'on est en difficulté respiratoire, qu'on a l'impression qu'il n'y a pas assez d'air qui rentre dans notre corps, eh bien, le réflexe, c'est de ventiler par la bouche. Et donc, si vous faites attention, vous verrez que très souvent, quand vous portez un masque, vous avez tendance à ventiler par la bouche. Vous ouvrez la bouche parce qu'il y a plus d'air qui passe. Le problème, c'est quand on ventile par la bouche et de manière prédominante, voire de manière exclusive, eh bien, nous desséchons la muqueuse de notre sphère ORL. C'est-à-dire, nous allons avoir la bouche sèche et il faut savoir qu'à chaque fois que vous ressentez que vous avez la bouche sèche, il faut que vous imaginiez que vos cordes vocales sont sèches. Et la sécheresse des cordes vocales, c'est un handicap à leur vibration qui est extrêmement important. En effet, les cordes vocales, pour vibrer, elles ont besoin d'abord d'être collées l'une à l'autre avec le maximum d'efficacité et le minimum d'effort musculaire. C'est là qu'elles sont dans la meilleure situation pour déclencher leur vibration. Si jamais les cordes vocales sont sèches, c'est-à-dire que le mucus qui les recouvre est déshydraté, les cordes vocales vont avoir un bord qui est irrégulier, elles vont avoir du mal à se coller et il va falloir appuyer plus. Or, dès que l'on appuie plus sur les cordes vocales, on modifie la tonicité des cordes vocales et on va rendre plus difficile la mise en vibration des cordes vocales. Or, la mise en vibration des cordes vocales, c'est la source sonore de notre voix. Donc, si déjà, simplement au niveau de la production de la voix, on est en difficulté, vous imaginez bien que tout le reste du travail, et notamment ce que l'on appelle la projection de la voix en dehors de notre corps, va être difficile. Donc, le masque va créer une ventilation buccale réflexe qui entraîne une sécheresse buccale, mais d'une manière beaucoup plus globale, une déshydratation des muqueuses de la sphère ORL et des cordes vocales, ce qui alourdit le travail vocal. Alors, il est fondamental d'essayer de respirer le plus possible par le nez, notamment lorsqu'on ne parle pas. Il est certain que lorsqu'on parle, on a besoin de prises d'air qui doivent être rapides et c'est plus pratique de le faire par la bouche que par le nez. Mais il faut le reste du temps essayer de ventiler en permanence par le nez et notamment la nuit. Donc, si vous avez du mal à ventiler par le nez, que vous vous réveillez plusieurs fois la nuit avec la bouche sèche, il faut absolument consulter votre médecin. La nuit, les cordes vocales ne doivent pas être déshydratées par la ventilation buccale. Donc, il faut absolument ventiler par le nez. C'est le meilleur moyen de ne pas fatiguer les cordes vocales. Et puis, bien sûr, on le verra, le meilleur moyen de lutter contre la déshydratation des muqueuses, c'est de boire suffisamment, bien entendu. Alors enfin, dernier des éléments que l'on a identifiés par rapport au port du masque, c'est le stress. Le stress généré par ce port du masque qui va modifier notre rapport aux autres. C'est-à-dire que, alors pour vous peut-être moins que pour moi, par exemple en consultation, peut-être vous connaissez vos élèves, vous les avez vus, j'imagine pour la plupart, sans masque. Donc même si vous ne voyez que leurs yeux ou que leur corps, vous arrivez à les identifier. Mais moi, par exemple, qui rencontre des personnes que je vois pour la première fois, donc je les vois avec un masque et au moment où je vais les examiner, je leur demande d'enlever le masque et là, pour moi, c'est toujours une surprise parce que finalement, automatiquement, je les ai eus en face de moi pendant un certain temps, pendant le temps où on discutait de leurs difficultés
difficultés vocales. Et quand ils enlèvent le masque, c'est finalement un autre visage qui se présente à moi, un visage différent de ce que j'avais imaginé. Et c'est pour moi une source de stress, alors bien entendu pas très important, mais ça modifie complètement mon rapport aux autres. Et je perds aussi des indices dans l'analyse de leurs difficultés vocales puisque je ne vois pas notamment la partie basse de leur visage et comment ils utilisent cette partie basse dans la reproduction de leur voix. Et puis, le masque, c'est finalement un rappel permanent de la crise sanitaire. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, cette crise, elle crée une anxiété très importante parce que on a peur d'être contaminé, on a peur d'être contaminant, on ne sait pas si on va voir nos proches, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas si les mesures sont efficaces, on ne sait pas si les vaccins vont être efficaces, s'ils seront toxiques. Donc, tout ça crée du stress et le stress crée de l'augmentation du tonus musculaire. Et l'augmentation du tonus musculaire, c'est quelque chose qui va à l'encontre du confort vocal. Ça rajoute du travail vocal et ça peut en soi déstabiliser la qualité de la voix. Donc, finalement, parler avec un masque, c'est trouver un nouvel équilibre vocal. Certes, le masque va gêner la production de la voix, mais normalement, notre voix est suffisamment solide pour pouvoir s'adapter à ces différentes contraintes. De même qu'au quotidien, notre voix s'adapte aux différentes contraintes. Quand on est enrhumé, quand on a mal au dos, eh bien notre appareil vocal ne fonctionne pas de la même façon et pourtant, pour la plupart d'entre nous, notre voix reste correcte et nous pouvons continuer à l'utiliser sur le plan professionnel. Eh bien, porter un masque, ça devrait être finalement la même chose. Alors, ça devrait être la même chose si par ailleurs notre équilibre vocal préalable était suffisamment solide, ce qui est finalement rarement le cas quand on est un professionnel de la voix. Alors, la voix de base, c'est une question d'équilibre et j'aime bien, prendre la métaphore un petit peu de ces pierres que l'on trouve parfois, donc ces gens qui construisent des édifices de pierre où on se dit: «Mais quel équilibre, ces pierres totalement différentes les unes par rapport aux autres, qui ont des points de contact entre elles très différents et pourtant qui créent des équilibres suffisamment solides, en tout cas pour résister aux affres du temps et de la météo». Eh bien, on peut imaginer que la voix se construit de la même façon et on peut parler d'édifice vocal, comme on parlerait ici d'un édifice de pierre. Alors, la construction de cet édifice vocal, elle se fait tout au long de la vie. Dès notre naissance, nous commençons à utiliser notre voix, à agir sur notre environnement en modulant notre voix pour interagir avec les gens qui nous entourent. Alors, bien entendu, la fondation de cet édifice, c'est l'appareil vocal en lui-même, c'est-à-dire l'appareil qui produit l'énergie, le souffle, l'appareil qui va produire la vibration sonore, donc les cordes vocales dans le larynx, et puis l'appareil qui va préparer notre voix avant sa projection en dehors de notre corps, ce qu'on appelle les résonateurs, les cavités qui se trouvent au-dessus du larynx, c'est-à-dire la gorge, la bouche, les fosses nasales. Mais finalement, cet appareil phonatoire, il se trouve à l'intérieur de notre corps et il est dépendant dans son fonctionnement de la manière dont notre corps fonctionne. C'est-à-dire, il va dépendre de la posture, c'est-à-dire comment on se tient. Est-ce qu'on est plutôt en rectitude ou est-ce qu'on est plutôt voûté? Est-ce qu'on est plutôt penché d'un côté, de l'autre? Alors, tout ça, ça va agir sur le tonus musculaire et au final, comme on en a déjà parlé, sur le tonus musculaire au niveau des cordes vocales, qui est vraiment très, très important pour la vibration des cordes vocales. Et puis, de manière beaucoup plus large, on peut dire que cet édifice vocal, il dépend de l'éducation. Alors, l'éducation de manière très, très large, c'est-à-dire les modèles que l'on a eus en tant qu'enfant, c'est-à-dire comment autour de nous on utilise la voix, quel type de voix on produit et quelle part de ces voix nous allons nous approprier dans un mimétisme. L'enfant se développe par mimétisme et sa voix se développe aussi par mimétisme, mais pas simplement au niveau acoustique, il se développe aussi par mimétisme au niveau du geste vocal, la façon dont on produit notre voix, la façon dont le corps se positionne pour produire la voix. Et puis d'une manière encore beaucoup plus large, ce corps qui contient notre appareil vocal, eh bien, il va être tout au long de notre vie peut-être altéré par des problèmes de santé,
et il va falloir y faire face et malgré les problèmes de santé, nous pouvons garder une voix tout à fait, solide et équilibrée et puis bien entendu de manière encore plus globale, ça va dépendre de notre psychisme. La voix et le psychisme sont énormément en lien puisque par notre voix, nous transmettons à notre environnement, certaines caractéristiques de notre état mental, nos émotions, nos peurs, notre humeur, notre tristesse, mais aussi la colère ou au contraire la détente. Donc le psychisme et la voix sont énormément liés et on imagine que lorsque le psychisme ne va pas bien, alors je ne parle pas de pathologie mentale, mais quand on traverse des crises avec du stress, de l'anxiété, des conflits à gérer de manière difficile, eh bien forcément ça aussi, ça joue sur l'appareil phonatoire et au final sur la qualité de vibration des cordes vocales. Et puis, face à la construction de cet édifice vocal, il y a l'usage que l'on fait de notre voix et notamment dans vos situations à vous, la profession que l'on exerce. Il y a des professions qui nécessitent un usage professionnel de la voix et donc vous êtes des professionnels de la voix. La définition d'un professionnel de la voix, ce n'est pas un comédien ou un chanteur d'opéra, c'est quelqu'un qui utilise sa voix pour exercer sa profession. Et peut-être c'est un peu plus parlant quand on utilise un peu le négatif de cette formulation, c'est-à-dire finalement un professionnel de la voix, c'est quelqu'un qui ne peut pas travailler lorsqu'il est aphone. Alors je sais déjà que beaucoup d'entre vous continuent de travailler lorsqu'ils sont aphones, mais j'imagine le surcroît d'énergie qu'ils doivent dépenser pour continuer à travailler lorsqu'ils sont aphones. Alors, bien entendu, l'usage vocal est déterminé par la profession, mais il est également déterminé par les activités extra-professionnelles. Dans votre vie, vous n'êtes pas qu'enseignant. Vous êtes peut-être entraîneur de foot, joueur de basket, vous faites peut-être partie d'une chorale, vous jouez peut-être d'un instrument de musique, ou tout simplement vous lisez des histoires à vos enfants le soir, peut-être que vous animez des groupes d'adultes auxquels vous discutez, ou peut-être vous rencontrez des amis et vous allez, quand ce sera à nouveau possible, parler dans des bars très bruyants. Donc tout ça, c'est indispensable d'avoir aussi une voix de bonne qualité pour vivre pleinement sa vie, qu'elle soit professionnelle ou extra-professionnelle. Et puis, de manière là aussi plus inconsciente, il y a aussi ce que la société plutôt les modalités d'utilisation de la voix qui sont imposées par la société. En fait, quand vous êtes enseignant dans votre classe, bien sûr, vous devez parler longtemps, bien sûr, vous devez parler fort, mais vous devez parler d'une certaine manière pour incarner votre profession d'enseignant. Donc, il y a des modalités d'utilisation vocale que vous utilisez en classe que vous n'utilisez pas en dehors de la classe. J'imagine que vous ne parlez pas à vos amis de la même façon que vous parlez à vos enfants ou en tout cas au public que vous avez lorsque vous enseignez. Eh bien, il y a d'autres choses que la société impose. Par exemple, dans peut-être d'autres métiers que l'enseignement, mais lorsque l'on exerce un métier où l'on a des responsabilités, où l'on dirige une équipe, et notamment lorsqu'on est une femme, eh bien, on a tendance à modifier sa voix pour incarner ce rôle de dirigeant. Et chez les femmes, par exemple, ça va de pair avec une aggravation de la hauteur de la voix. Avoir une voix de petite fille, c'est pas une voix favorable pour diriger un groupe d'adultes. Et donc les femmes, plus ou moins consciemment, ont tendance à modifier leur voix, à l'aggraver notamment, ce qui se passe bien heureusement dans de nombreux cas, mais qui peut être aussi déstabilisant pour l'édifice vocal et conduire à des difficultés vocales. Et puis enfin, l'autre élément encore plus inconscient qui agit sur les modalités d'utilisation de notre voix, c'est la culture à laquelle on appartient. Dans notre culture, on va avoir des codes d'utilisation vocale qu'il faut absolument respecter, des codes que l'on ne respecte pas de la même façon dans d'autres cultures. Donc tout ça, c'est ce qui agit un petit peu plus ou moins consciemment sur l'usage vocal et que l'on va revisiter lorsque finalement la voix ne va pas bien. Alors, la voix professionnelle, la voix telle que vous l'utilisez, heureusement pour la plupart d'entre vous, est finalement équilibrée. Parfois bien équilibrée, c'est-à-dire capable de résister à des agressions,
que ce soit des infections ORL, que ce soit des travaux à côté de votre classe, que ce soit des enfants bruyants, que ce soit des difficultés psychologiques à la maison, ou enfin, on peut imaginer tout ce qui pourrait gêner votre voix. Mais souvent, et en tout cas pour les gens que moi je rencontre, cet équilibre, il était précaire. Et finalement, il fallait pas grand-chose pour que cet édifice de pierre, cet édifice vocal, se casse la figure. Alors, généralement, quand c'est équilibré, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, finalement, le geste vocal, qu'il soit naturel, qu'il ait été développé par la formation, qu'il soit contrôlé par un fonctionnement psychomoteur bien adapté, modulable, adaptable aux situations de production vocale, et puis qu'on ait un minimum de connaissances concernant l'hygiène vocale, permet de faire face à ce qu'on appelle la charge vocale. La charge vocale, c'est finalement la quantité de voix à produire pour exercer sa profession. Et donc, cette charge vocale, elle est définie par la durée d'utilisation de la voix, par l'intensité à laquelle on utilise notre voix, par l'environnement dans lequel on utilise la voix. Alors là, par environnement, on va plutôt penser aux matériaux, et puis, au final, par le bruit sonore dans lequel on va, malgré lequel on va devoir produire notre voix. Et donc finalement, quand le geste vocal parvient à équilibrer la charge vocale, eh bien cet équilibre, même s'il n'est pas très très solide au niveau de ses bases, il tient la route. Alors parfois, il tient tout juste la route, c'est-à-dire il va tenir jusqu'aux vacances ou jusqu'au week-end, mais heureusement qu'il y a le week-end quand même pour récupérer avant de pouvoir repartir le lundi. Et puis pour certains, il tient jusqu'en fin d'après-midi, mais finalement le soir, c'est très compliqué, ne serait-ce que de lire une histoire à ses enfants. Mais voilà, en tout cas sur une courte période, ce geste est équilibré. Et puis parfois, ce geste précaire, eh bien, il va plus être suffisant pour équilibrer la charge vocale. Et ça va survenir quand il arrive quelque chose en plus, cette goutte qui fait déborder le vase et qui fait que la balance n'est plus équilibrée. Et à ce moment-là, la charge vocale n'est plus compensée par le geste vocal. Et c'est ce qui se passe actuellement lorsque l'on porte un masque et que, eh bien, on n'arrive pas à équilibrer notre geste vocal pour faire face à la charge vocale qui, elle, n'a pas été modifiée. Alors, comment retrouver un équilibre vocal? Eh bien, vous avez maintenant connaissance de tout ce que le masque provoque sur le plan de la production vocale. Eh bien, on va essayer de voir si, face à ces difficultés, on peut mettre en face des solutions simples dans un premier temps. Alors, c'est peut-être pas l'onglet le plus simple, mais il est certain que si tous les enseignants avaient des connaissances de base concernant la modalité de fonctionnement de leur appareil phonatoire, et puis les modalités pour adapter le fonctionnement de cet appareil phonatoire aux différentes situations d'utilisation vocale, eh bien, il est certain que cet équilibre serait beaucoup plus solide et résisterait aux différentes agressions, quelles qu'elles soient, que ce soit des infections ORL, que ce soit du stress, que ce soit le port du masque. Alors, l'autre point vraiment très important, c'est l'hydratation. Et je sais à quel point c'est compliqué pour certains d'entre vous de s'hydrater tout au long de leur journée de classe, parce qu'on me dit souvent en formation que s'hydrater, c'est bien, boire, c'est bien, mais par contre, encore faut-il pouvoir aller régulièrement aux toilettes, ce qui est pour certains d'entre vous, alors ça m'a énormément surprise, mais pour certains d'entre vous, c'est compliqué d'aller aux toilettes. Et donc, certains d'entre vous se mettent volontairement en restriction hydrique pour ne pas aller aux toilettes. Alors, c'est presque je dirais, de la maltraitance professionnelle, mais je crois, on pourra en discuter, que certains d'entre vous sont confrontés à ce genre de difficultés. Alors, l'idéal aussi, ce serait de connaître un certain nombre de mesures d'hygiène vocale qui permettraient de faire en sorte que votre appareil vocal soit dans les meilleures conditions pour fonctionner. Ça, on pourra en parler aussi. L'autre point, on en a parlé ensemble, c'est la ventilation nasale. Ça, c'est vraiment extrêmement important parce que c'est probablement la meilleure façon de ne pas déshydrater les cordes vocales. Donc, on l'a dit, la ventilation nasale, c'est parfois difficile quand on parle, mais par contre, on ne passe pas notre vie à parler. Donc, les temps où l'on ne parle pas, même si c'est 30 secondes,
eh bien, il faut essayer pendant ces 30 secondes de ventiler par le nez. Et c'est très important de ventiler par le nez la nuit. Donc, n'hésitez pas à consulter votre médecin si vous vous rendez compte que vous ne ventilez pas bien par le nez. Alors, l'autre point donc qui, moi, m'a beaucoup gênée, lorsque j'ai commencé à consulter avec un masque, c'est ce problème de ce masque qui vient se plaquer sur ma bouche. Et là, il y a une solution, très simple qui est celle d'utiliser des supports de masques. En fait, voilà, on trouve très facilement hein, sur n'importe quelle plateforme internet à un prix qui est vraiment très modique parce que je crois qu'actuellement, alors j'espère que du coup les prix n'ont pas monté, mais en gros pour 10 euros, vous en avez une quinzaine hein, de supports. C'est des supports en silicone qui sont lavables et que l'on va positionner sous le masque. Donc, hein, quand vous avez un masque par exemple chirurgical, eh bien à l'intérieur il y a des plis et donc, on va fixer par les petites ailettes latérales le masque dans les plis. Enfin, on va fixer les ailettes dans le pli du masque, comme ceci. Hop. Puis, on pose le masque sur le nez. Voilà. Et donc, à ce moment-là, eh bien, quand je ventile, même si le masque bouge, il ne vient plus se plaquer sur mes lèvres. Et pour moi, ça a été vraiment un changement considérable dans le fait de parler avec un masque. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais plus du tout à gérer ce masque qui s'applique sur mes lèvres. Et d'autre part, effet auquel je ne m'y attendais pas du tout, je n'ai plus de buée sur les lunettes depuis que je porte ce support de masque. Donc, ce qui est quand même aussi intéressant. Alors, oups, ce support de masque, il est adapté aux masques qui ont des plis, donc les masques chirurgicaux par exemple, mais on peut quand même le mettre sous les masques en tissu. Alors, il va certainement bouger peut-être un petit peu plus, mais je l'ai testé avec des masques en tissu et ça fonctionne aussi tout à fait bien. Voilà, alors autre élément qui va nous aider, donc on a dit que le masque, ça modifie un petit peu notre geste respiratoire sur le plan musculaire. Eh bien, une façon simple de contrer cet effort musculaire pour respirer, on verra avec Isabelle qu'il y a peut-être d'autres choses à faire pour parler. Moi, je parle juste que pour ventiler, donc simplement sans rien faire pour l'instant, eh bien, c'est d'essayer de prendre conscience qu'on peut ventiler avec différentes parties de notre thorax. C'est-à-dire que naturellement, on a tendance peut-être à ventiler plutôt avec la partie haute du thorax. Eh bien, si on décale cet effort musculaire à la partie basse de notre thorax, donc au niveau des côtes les plus basses, eh bien, avec le même effort musculaire, on va déplacer beaucoup plus d'air. Et donc, finalement, on va développer des pressions plus importantes et sans dépenser plus d'activité musculaire, sans dépenser plus d'énergie, on va réussir à contrer facilement l'obstacle du masque. Donc, s'entraîner à ventiler avec la partie un peu plus basse des poumons, bah, c'est déjà une bonne solution pour contrer l'effort musculaire de la présence du masque, encore une fois, dans le fait simplement de ventiler. On verra que dans la parole, on peut faire encore d'autres choses. Alors, Isabelle vous en parlera. Et là, on sort finalement de simplement les difficultés vocales avec un masque, mais il faut vraiment, en tant qu'enseignant, vous considérer comme un sportif de la voix. Vous utilisez votre voix de manière très prolongée, à des intensités qui sont absolument pas celles de l'utilisation quotidienne de la personne lambda. Et donc, comme un sportif, vous devez avoir des pratiques sportives au niveau de votre voix et ça commence par un échauffement vocal. Vous ne pouvez pas passer du repos vocal total, c'est-à-dire vous vous réveillez le matin après une nuit de sommeil pendant laquelle vos cordes vocales n'ont absolument pas vibré, sauf si vous parlez en dormant, hein, mais même si vous ronflez, vos cordes vocales ne travaillent pas quand vous ronflez. Hein. Le ronflement, ce n'est pas une activité des cordes vocales, c'est une activité de la base de langue. Eh bien, vous allez partir d'une activité où vos cordes vocales sont absolument au repos. Or, les cordes vocales, n'oubliez pas qu'à l'intérieur, il y a un muscle et que la position de vos cordes vocales dépend aussi de muscles. Et vous allez tout à coup les utiliser de manière professionnelle, c'est-à-dire avec une quantité de voix, une charge vocale très importante. Eh bien, n'importe quel sportif vous dira que l'effort musculaire, vos performances ne peuvent pas être complètes si vous n'avez pas précédé cet effort d'un échauffement vocal. D'autre part,
en tant que sportif de la voix, vous devez aussi apprendre à vous ménager des temps de récupération vocale. C'est très important. Un sportif va courir, va faire son effort sportif et ensuite, après son effort, il y aura un temps de récupération vocale. Parce qu'encore une fois, nos cordes vocales et notre appareil vocal en général est constitué de muscles et ces muscles ne peuvent pas travailler en permanence. Il leur faut des temps de récupération pour qu'ils puissent à nouveau fonctionner de manière optimale. Les cordes vocales, ce sont des petits muscles. Tous les muscles qui positionnent nos cordes vocales dans les différentes façons d'utiliser notre voix sont aussi des petits muscles. Et qui dit petits muscles dit besoin de temps de récupération rapide. Donc, après avoir parlé, on n'a pas besoin de se reposer pendant 2 heures. Mais se ménager 30 secondes, 1 minute, 5 minutes de temps de silence, c'est important pour la récupération vocale. Alors, ça veut dire en amont, réfléchir comment on peut organiser sa classe pour se ménager des temps de repos pendant le temps d'exercice. Donc, est-ce que l'on peut faire en sorte que pendant 1 minute, vous n'ayez pas besoin d'interagir vocalement avec vos élèves? Alors, quand ce n'est pas possible, eh bien, on va se servir des temps où vous n'êtes pas au contact avec les élèves. Mais là, souvent, donc c'est par exemple les temps de récréation ou les temps entre midi et deux. Je sais que le temps de récréation, quand vous êtes de surveillance de récréation, bah, vous devez continuer à utiliser votre voix. Et donc le temps du repas de midi, entre midi et deux, vous avez là aussi du temps. Mais là, souvent, on me dit, mais c'est le seul moment où je suis avec des adultes et j'ai aussi besoin de ce temps pour échanger, pour me changer les idées. Mais il faut savoir que si vous mangez ensemble au restaurant, bah alors c'est plus possible maintenant, mais eh bien, vous continuez à utiliser professionnellement votre voix. Et donc, vous ne ménagez pas de temps de récupération. Donc, il est important de réfléchir à ces temps de récupération. Or, s'organiser, organiser son temps pour avoir des petits temps de récupération. Encore une fois, il n'y a pas forcément besoin de 2 heures, mais 1 minute de temps en temps, 1 minute par heure peut-être, ou alors des temps de récupération quand vous sentez donc que votre appareil vocal commence à souffrir. Notre appareil vocal nous envoie des signes quand il commence à être fatigué. On commence à avoir des tensions musculaires, on commence à avoir des picotements, on a l'impression d'avoir la bouche sèche. Eh bien ça, il faut respecter ces signaux que notre corps nous envoie et se ménager. Ben, on va boire une gorgée d'eau, on va se prendre 1 minute pour respirer et pour reposer nos cordes vocales. Mais tout ça, ça veut dire en amont réfléchir comment on peut faire pour se ménager ces temps de récupération vocale. Alors là, j'entre un petit peu dans le domaine d'Isabelle. Parler fort, ça s'apprend. Parler fort, ce n'est pas forcément dépenser plus d'énergie, c'est pas forcément faire vibrer plus fort les cordes vocales. Nous avons à disposition des moyens pour parler fort, mais encore faut-il qu'on vous les transmette. Et puis, Isabelle vous en parlera aussi, moduler sa voix, c'est important. Parce que, je vous l'ai dit, nos cordes vocales sont des muscles. Ils sont entourés de petits muscles qui vont les positionner de manière différente selon que l'on parle à voix grave ou que l'on parle à voix aiguë. Et le fait de moduler la voix au fur et à mesure de notre production fait que nous n'utilisons pas en permanence les mêmes muscles. Donc les muscles qui ne fonctionnent pas, par exemple, quand on fait un son grave, eh bien, ces muscles-là sont au repos. Par contre, les muscles que l'on n'utilise pas quand on fait plutôt une attaque ou quand on va plutôt aller vers les aigus, eh bien, les muscles qui ne participent pas à la production des aigus vont aussi se reposer. Donc, moduler la voix, c'est aussi faire du repos, c'est aussi ménager des temps de récupération vocale pour une partie de notre musculature. Et d'autre part, moduler la voix, ça permet d'être mieux intelligible. On est mieux compris quand on module notre voix que lorsque l'on a une voix qui est posée sur la même note en permanence. Isabelle vous en reparlera. Ralentir le débit de parole, ça a énormément d'avantages, notamment pour être mieux compris. Utiliser la communication non verbale, c'est-à-dire compenser le manque d'indices liés au port du masque par d'autres indices non verbaux, mais générés par notre corps. Bien sûr, les yeux, bien entendu, les mouvements de la tête, mais les mouvements du bras, se rapprocher aussi, bouger avec son corps, c'est aussi de la communication et ça peut pallier au manque d'informations liées au masque. Réduire le bruit ambiant,
C'est très important, mais ça, on dirait que c'est presque la palissade pour quelqu'un qui utilise sa voix sur le plan professionnel. Rappelez-vous, pour être comprise, votre voix doit être produite 15 décibels au-dessus du bruit ambiant. Bien, tout faire pour réduire le bruit ambiant, c'est se ménager, diminuer les efforts liés à la production vocale. Alors ça aussi, ça peut se réfléchir au sein d'un établissement, au sein de sa classe. C'est peut-être faire en sorte que le mobilier fasse le moins de bruit possible. Donc rajouter de la moquette, des balles de tennis sous les pieds de chaise des enfants. Ça peut être aussi diminuer le temps de réverbération des murs dans votre classe. Donc mettre des tentures, des tissus sur les murs pour absorber le son et donc diminuer la réverbération. Donc on peut réfléchir, alors l'idéal, ce serait de construire des établissements scolaires où déjà il y ait une réflexion sur le plan acoustique. Ça, on est tous d'accord par rapport à ça. Mais déjà, chacun d'entre nous, on peut faire des petites choses pour diminuer le bruit ambiant. Et puis enfin, quand tout ça n'est pas possible, ou plutôt quand on a fait tout ça et qu'on reste en difficulté vocale, reste une piste supplémentaire, c'est celle de l'amplification vocale. C'est-à-dire pour réduire notre charge vocale. Vous vous rappelez, la charge vocale, c'est la durée d'utilisation de la voix, mais c'est aussi l'intensité à laquelle on produit notre voix. Et bien cette intensité, elle peut être remplacée par un matériel, donc un amplificateur vocal. Et il existe maintenant des appareils qui sont petits, qui sont très performants et qui sont surtout peu chers. Il y a encore quelques années, quand j'encourageais ou quand on faisait des demandes d'aide pour fournir un amplificateur vocal à un enseignant, il fallait débourser à peu près 250 € pour avoir un appareil de bonne qualité. Actuellement, les appareils, entre 50 et 100 €, on a vraiment des appareils d'excellente qualité. Donc, ce sont des appareils qui sont constitués par un casque sur lequel est fixé un micro que l'on peut mettre devant le masque, qui est relié à un amplificateur avec un haut-parleur et avec un potentiomètre qui va permettre de régler l'intensité à laquelle on va utiliser la voix. Et ils sont d'excellente qualité, c'est-à-dire qu'ils modifient peu les caractéristiques acoustiques de la voix et ils sont déjà utilisés par nombreux de vos collègues, peut-être des gens qui sont ici d'ailleurs à la conférence et qui pourront peut-être témoigner de l'utilisation de ces amplificateurs. Voilà donc, finalement, on n'aurait peut-être pas besoin de faire cette conférence si en amont, vous aviez pu bénéficier de formation vocale. Alors il existe beaucoup de moyens de formation vocale. Bien entendu, l'idéal, ce serait que ça se fasse pendant pourquoi pas les années d'école, pourquoi pas, comme on le faisait dans l'Antiquité, former les enfants à l'utilisation de leur voix. Pourquoi il n'y aurait pas, de même qu'il y a de l'éducation physique, de l'éducation vocale. L'idéal aussi, ce serait que pendant votre formation professionnelle, vous puissiez bénéficier d'une formation, mais d'une véritable formation vocale, c'est-à-dire pas 3 heures dans la carrière d'un enseignant, mais vraiment un enseignement, une UE, une unité d'enseignement dédiée à la formation vocale. Alors, les choses bougent, hein, ça va probablement se faire progressivement, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors, il existe de nombreux moyens de se former, la formation en ligne notamment. Euh, il existe actuellement beaucoup de conférences, donc nous avec Isabelle nous en faisons beaucoup et nous vous invitons à venir voir nos conférences. Vous trouvez certainement des pistes dans ces conférences. Il y a des livres, il y a des vidéos, il y a des podcasts et puis on l'espère quand cette crise sanitaire sera passée, eh bien dans la formation, Isabelle assure énormément de formations, que ce soit en voix chantée mais surtout en voix parlée, le moyen de vous donner le maximum de confort au niveau de votre voix. Voilà, alors je vous donnerai… Elisabeth, excuse. Oui, pardon. Elisabeth, Oui. on t'a perdu là Ah, depuis 1 minute. La connexion, je pense, peut-être est… attends, je me reconnecte. Ah, la voilà. Je suis de nouveau là, vous m'entendez? Oui, oui, tu es de nouveau Alors, là. où est-ce que vous m'avez perdu? Dites-moi, dis-moi. Peut-être 1 minute avant que peut-être 1 minute avant que qu'on te perde. D'accord, ok. Alors, je vais revenir en arrière. Ouais. Et là, hop, partager l'écran. Merci.
Voilà. Alors, je vous parlais, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je disais que se former, c'est vraiment le préalable à l'utilisation professionnelle de la voix. Et il y a beaucoup de moyens de se former. Alors, dans un monde parfait, je ne sais pas si vous aviez entendu ce que je disais, mais pour moi, l'éducation à la voix, l'éducation vocale, elle devrait déjà commencer à l'école. C'est-à-dire que de même que l'on fait de l'éducation physique, on pourrait très bien envisager de l'éducation vocale. Je veux dire, dans l'Antiquité, ça se faisait. Il y avait des cours de rhétorique à destination des enfants pour les préparer à l'époque aux carrières publiques qui étaient, enfin l'éloquence était le préalable indispensable à la réussite sociale. Mais on pourrait effectivement former les enfants à l'éducation de la voix. Et puis bien sûr, pour vous, enseignants, l'idéal, ce serait d'avoir une véritable formation professionnelle, c'est-à-dire à l'université, de véritables unités d'enseignement concernant la voix, c'est-à-dire pas simplement des stages soumis au volontariat simplement, ou plutôt qu'au volontariat, au nombre de places disponibles dans ces stages. Et on pourrait tout à fait construire des unités d'enseignement en voix pour permettre sur une année, peut-être sur 2 années, d'avoir des professionnels formés en matière de voix et surtout à la voix parlée. Alors, bien entendu, pour l'instant, ça n'existe pas. Il y a des choses qui bougent. La MGEN fait beaucoup en matière de formation vocale, sur le plan local avec Jean-Marie, sur le plan national aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions faites par la MGEN. Vos différents syndicats le font aussi. La MAIF aussi participe à ce genre de choses. Mais pour l'instant, ça reste quand même ponctuel sous la forme de conférences où on vous sensibilise. Nous, avec Isabelle, on rêve d'une véritable formation. Et Isabelle elle-même organise des stages de formation, notamment en voix parlée, où elle va vraiment transmettre des outils qui vous permettent de construire un édifice vocal résistant. Alors, actuellement, il existe donc tout plein de façons de se former. Il y a des formations, il y a déjà des formations professionnelles, bien entendu. Il y a des formations en ligne, il y a des conférences, il y a des vidéos, il y a des podcasts, il y a des livres. Et donc, je vous encourage vraiment vivement à vous former sur le plan de votre voix. Alors, je vous ai mis ici quelques sites où vous pourrez trouver des pistes concernant la voix. Alors, je vais vous mettre mon diaporama en PDF et je vais vous l'envoyer tout de suite par le biais du petit onglet Converser, comme ça vous pourrez le télécharger. Et puis, bah, je vous laisse la parole si vous avez des questions, et sinon, je laisse la parole à Isabelle. Donc moi, je vous propose effectivement dans le petit onglet Converser, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser par écrit. Et puis si c'est pas, sinon vous pouvez aussi allumer votre micro et poser la question, comme ça on entendra votre voix. Voilà, donc les questions qui concernent la présentation d'Elisabeth sont les bienvenues. Voilà, donc là vous êtes tous silencieux et on ne vous voit plus. Mais alors je voulais quand même dire aussi encore une chose par rapport à Elisabeth, c'est qu'Elisabeth a beaucoup travaillé ces derniers temps pour qu'on arrive à se représenter cet instrument vocal qu'on a et souvent on ne sait pas comment il fonctionne et du coup ça pose un peu des problèmes parce que c'est toujours bien de pouvoir s'imaginer un peu comment fonctionne l'instrument vocal. Et je vais quand même juste vous présenter ce livre-là, voilà, qu'Elisabeth a donc produit et qui est un livre pop-up et qui au départ a été fait pour expliquer la voix aux enfants. Mais franchement, moi je m'en sers beaucoup parce que voilà, c'est super précieux. Il y a beaucoup, c'est en pop-up, donc il y a plein de choses qui bougent à l'intérieur. Et pour pouvoir s'imaginer un petit peu ce qui se passe dans notre corps quand on produit du son, ben c'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc là il y a déjà le livre. Et puis, il y a un tout nouveau livre qui vient de sortir aussi sur l'hygiène vocale, qui est peut-être un peu plus... voilà, il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup, beaucoup d'informations. Mais franchement, ça aussi, c'est un outil qui est vraiment précieux. Ça fait partie des livres dont Elisabeth parlait là. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre déjà comment fonctionne son instrument.
Alors, je regarde, je surveille le chat. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes encore là? Il y a une question, Isabelle. Quelqu'un me demande ce que j'entends par l'hygiène vocale. Et d'autre part, donc une sous-question qui dit que le support du masque rendrait le masque moins efficace d'après certains spécialistes. Alors, donc je vais répondre déjà à la deuxième question. Le support du masque, moi, j'ai rien vu d'officiel, enfin de scientifique, hein, par rapport à l'efficacité du masque. Et bien entendu, il faut le mettre d'une certaine manière à ce que l'application de la partie haute du masque reste bien au niveau de la peau. D'accord ? Il ne faut pas que le support du masque soit comme ça et le masque comme ça, hein, bien entendu. Il est très important que le support du masque soit bien sous la partie convexe du masque. Dans ces situations, il n'y a pas plus ou moins de danger que le masque. Il faut savoir que le masque chirurgical, c'est un masque qui est altruiste, c'est-à-dire il n'est absolument pas étanche, donc il empêche vos gouttelettes d'être expulsées dans l'environnement, mais il n'empêche pas le virus présent dans les aérosols. En fait, il y a, par rapport à ce que l'on expulse de notre corps, il y a deux choses. Il y a les gouttelettes, et puis il y a un espèce de nuage de vapeur qu'on appelle les aérosols. Et le virus est présent dans les deux éléments, dans les gouttelettes et dans les aérosols. L'aérosol qui contient le virus se diffuse en permanence dans l'espace. Il est certain que le port du masque arrête les gouttelettes, arrête un petit peu l'aérosol, pas suffisamment, mais donc ces aérosols, ils vont se diffuser et ils ne sont complètement arrêtés que lorsque l'on a des masques parfaitement étanches, qui sont les masques FFP2. Donc ce genre de masque, hein, que l'on met comme ça, donc qui sont les seuls masques à complètement nous isoler du virus. Mais ce sont des masques qui génèrent encore plus de difficultés dans la communication. D'accord ? Donc ça, ce sont des masques qu'on utilise lorsque l'on est en contact avec des gens identifiés comme portant le virus, donc quand on est soignant notamment, hein. Donc voilà, pour répondre à la question, est-ce que le support du masque rend le masque moins efficace? Je n'ai pas de réponse scientifique à vous donner. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas vu d'éléments qui vont dans le sens d'une moindre efficacité. Alors, ce qui concerne l'hygiène vocale, c'est un très très vaste chapitre. Ça fait référence à ce que l'on appelle en médecine l'hygiène de vie. Donc, en médecine, l'hygiène de vie, c'est tout ce que l'on peut faire au quotidien pour améliorer notre santé. Donc, exemple d'hygiène de vie, c'est manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, ça, c'est un conseil d'hygiène de vie. C'est d'avoir une activité physique. C'est, qu'est-ce que je pourrais dire, ne pas manger que du gras, que du sucre, diversifier son alimentation. C'est ne pas fumer. C'est se laver, tout simplement, par exemple, hein. Tout ça, ça fait partie de l'hygiène de vie. Eh bien, sur le plan vocal, on a aussi des choses qu'on peut faire pour améliorer la santé de notre appareil vocal. Une des mesures, c'est l'hydratation. Boire suffisamment, c'est un conseil d'hygiène de vie, c'est aussi un conseil d'hygiène vocale. Nos cordes vocales ont besoin d'être hydratées, c'est très important de boire suffisamment. L'hygiène vocale, c'est aussi diminuer tous les facteurs qui peuvent irriter notre appareil vocal. Par exemple, réduire, si possible, les effets du reflux gastro-œsophagien. Donc faire attention dans ce qu'on mange, à éviter, si on a un reflux gastro-œsophagien, de prendre des aliments qui vont produire ce reflux gastro-œsophagien. Isabelle nous en parlera, échauffer sa voix, avoir des temps de récupération vocale. Donc c'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait une question qui passait là-dessus, des exemples d'échauffement. Je n'y réponds pas volontairement parce qu'Isabelle va y répondre. Donc c'est éviter de fumer, par exemple. Alors après, on peut aller de manière beaucoup plus précise dans l'hydratation, par exemple. Qu'est-ce qu'il est bon de boire pour la voix et qu'est-ce qui n'est pas bon de boire pour la voix? Voilà, donc on peut aussi réfléchir au type de boisson qui hydrate bien les cordes vocales et celles qui n'hydratent pas les cordes vocales. On peut aussi répondre à la question, est-ce qu'il faut boire chaud, est-ce qu'il faut boire froid? Qu'est-ce qui est le mieux pour la santé des cordes vocales? Donc vous voyez, c'est tout. L'hygiène vocale, ça regroupe
tout ce qui va favoriser la bonne santé de l'appareil vocal. Merci Elisabeth. Alors après, bon, effectivement, l'échauffement, je vais y répondre. Sur la respiration ventrale, je vais en parler aussi. Et pour un usage prolongé, conseillez-vous plutôt le masque chirurgical ou tissu? Et pour le lavage, point d'interrogation. Et tout de suite après, on a une question qui concerne aussi le masque. Est-ce que certains masques nous permettent d'être plus audibles que d'autres? Alors, pour un usage prolongé, je dirais que au niveau des effets sur l'effort vocal, c'est à peu près équivalent à un masque chirurgical ou un masque tissu. Je dirais que l'usage le plus facile de la voix avec un masque, c'est le masque chirurgical. C'est celui qui baisse le moins l'intensité vocale et c'est celui qui représente la gêne au niveau de l'effort ventilatoire la moins importante. Le masque en tissu est tout de suite après. Ensuite, le masque probablement le plus difficile, c'est le FFP2. Là, moi, je suis obligée de le mettre quand je fais un examen des cordes vocales, puisque le patient va enlever son masque. Et donc, c'est moi qui assure la protection des deux personnes, c'est-à-dire la protection de mon patient parce que j'ai un masque totalement étanche et ma propre protection puisque j'ai un masque complètement étanche. Mais là, je peux vous dire que respirer et parler avec un masque FFP2, c'est extrêmement fatigant. Ensuite, on a parlé à un moment des masques inclusifs, donc des masques qui permettent la lecture sur les lèvres. Donc vous avez une part de tissu, une plaque de plexiglas et à nouveau une part de tissu. Eh bien, ce sont des masques qui vont diminuer de manière très importante l'intensité sonore et qui génèrent une gêne respiratoire importante. Donc, ils sont beaucoup plus gênants que les. Alors, de mémoire, je ne sais plus, je crois que c'est équivalent au FFP2 sur le plan de l'effort, mais par contre, ils ne sont pas aussi protecteurs que les FFP2. Mais par contre, ils sont gênants au niveau de l'effort. Et le problème de ces masques, c'est la buée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez de la buée sur la plaque de plexiglas qui finalement rend inutilisable la lecture sur les lèvres. Alors, il y a un truc qu'on peut faire, c'est badigeonner, frotter la couche de plexiglas de gel hydroalcoolique. Donc, ça permet qu'il n'y ait pas de condensation sur la partie plexiglas. Voilà, pour les masques, je ne sais pas si j'ai répondu. Le lavage des masques, en fait, hein, là, vous avez vu, hein, il y a une étude qui est sortie qui a montré qu'on pouvait laver les masques chirurgicaux sans modifier leur pouvoir filtrant. Donc, moi, je n'ai rien de plus à dire hein, que ce que cette étude a montré. Donc, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Hein, ça permet de limiter le nombre de déchets parce que ça devient véritablement incroyable, tous ces masques qui traînent partout. Et voilà. Alors, combien de lavages? Je ne sais plus dans l'étude. Je crois qu'ils avaient été jusqu'à 5 lavages, mais sans constater d'altération des capacités de filtrage. Hein. Donc ça, il faut suivre un petit peu 10 lavages. Voilà, quelqu'un me dit 10 lavages. Voilà, donc effectivement, voilà, tant mieux. Hein, voilà, mais j'ai pas plus de renseignements que cette étude qui est sortie récemment. Donc vous pouvez, si vous voulez, rallumer vos micros, vos caméras, juste